Salut CGC. Récemment, un client m'a demandé de créer un katana assorti au tanto qu'il avait déjà acheté chez moi. Mon objectif pour la fabrication de ce katana est d'intégrer tout ce que j'ai appris lors de la création de mon Enma, mais de façon plus grande et meilleure. Enma n'était pas mauvais, mais j'ai appris des choses que je pourrais améliorer la prochaine fois. Ce katana sera assorti au tanto que j'ai déjà fabriqué, en utilisant du maskis torsadé. Ce que vous venez de me voir faire, c'est empiler mon premier lopin et le souder ensemble. Je prends toutes les précautions nécessaires pour m'assurer que mes soudures à la forge seront parfaites. Comme vous pouvez le voir sur cette prise, j'ai un nouveau système d'aspiration pour ma meuleuse. Il provient de Magnomatic, conçu pour les couteliers, et fonctionne bien jusqu'ici. J'ai réorganisé mon atelier, libérant ainsi de l'espace sur la table de travail. Est-ce que je me souviens encore comment allumer ça? En fait, je ne sais même pas si ça va rentrer. Le plan pour cette pièce est assez simple. Je vais l'étirer en un carré d'1 pouce, casser les coins, puis je vais la tordre. Je viens de faire une de mes immersions préventives habituelles dans mon huile de trempe. En résumé, lorsque l'huile de trempe est appliquée sur la pièce et qu'elle est chauffée, l'huile se transforme en une couche de suie carbonée qui empêche l'oxygène d'atteindre le cœur de la pièce, ce qui devrait permettre d'obtenir des soudures plus propres. Selon moi, c'est une méthode plus simple, mais aussi efficace pour garder la pièce propre, comparée à l'enrouler dans une tôle et souder les jointures. Si quelque chose est efficace à 99% mais demande 10 fois moins d'efforts, je pense que je m'en tiendrai à ça la plupart du temps. En étirant cette pièce, j'aimerais vous raconter comment je suis devenu coutelier. Dans ma dernière vidéo, j'ai demandé aux gens de quoi ils voulaient que je parle dans les voix off. Et l'une des choses que beaucoup de gens ont dites, c'est que je devrais parler de comment j'ai commencé, comment je suis entré dans ce monde vraiment étrange de la coutellerie. Mon parcours dans cet artisanat était en fait plutôt ennuyeux. J'ai juste regardé quelques vidéos sur YouTube et je me suis dit que ça avait l'air facile. J'ai donc acheté du charbon de bois, des briques et un sèche-cheveux, puis j'ai assemblé une mini-forge pour commencer à forger sans trop dépenser. La première chose que j'ai fabriquée était un couteau, le plus horrible que vous puissiez imaginer. Il n'y avait pas de tranchant, je l'ai fabriqué en acier doux, avec une soie pour l'insérer dans du bois, mais sans outil de menuiserie, c'était juste une soie nue. Cette expérience m'a un peu découragé, car ce que je pensais très facile s'est révélé plus difficile que prévu. Pour revenir à mon histoire, sans le doigt évidemment, mes premières réalisations étaient vraiment mauvaises, mais j'ai continué à regarder de plus en plus de vidéos sur YouTube et je voulais vraiment finir par faire partie de ceux qui créaient ce que je voyais dans ces vidéos. Donc au fil des années, à mesure que j'obtenais de meilleurs outils, ma passion pour cet artisanat ne cessait de grandir. Ma façon d'apprendre de nouvelles compétences, c'était en gros, je voyais quelqu'un le faire dans une vidéo YouTube, puis j'essayais de le reproduire moi-même, mais je le faisais vraiment très mal. Ensuite, en regardant à nouveau la vidéo YouTube, je remarquais des détails de plus en plus subtils que j'incorporais la fois suivante. Je ne peux pas vraiment me considérer autodidacte, car j'ai appris en regardant de nombreuses vidéos YouTube sans rien créer d'original techniquement. Le seul professeur officiel que j'ai jamais eu était l'atelier de Saint-Luc, où je suis allé étudier pendant environ une semaine. Pour revenir à la fabrication, la barre faisait un peu plus d'1 pouce carré. Je n'ai pas pu amener le manche à sa taille finale car il était trop long, mais après l'avoir coupé, je suis retourné aux matrices plates pour le réduire à la bonne dimension. Pour casser les angles, j'ai mis une butée d'environ 1 pouce écart, et je l'ai soigneusement placée à un angle de 45 degrés, puis j'ai cassé les angles. Si je devais recommencer, je choisirais une butée d'environ un 1/8 pouce pour qu'une fois tordue, elle ait une forme plus arrondie. 1 pouce écart n'a rien de mal, ça a juste un peu compliqué mon travail par la suite. Je pense qu'on est prêt pour la torsion. C'est parti. L'un des défis majeurs avec une barre aussi longue, particulièrement en twistomascus, est de maintenir une torsion uniforme sur toute sa longueur.
L'uniformité de la température de torsion contrôle l'uniformité de la torsion elle-même. Je n'ai ni chalumeau oxyacétylénique ni oxypropane. J'ai juste une forge et un chalumeau au propane. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soigneusement placé le lopin à l'intérieur de la forge pour essayer de prévoir où la pièce serait le plus chauffée. Comme vous pouvez le voir, je mets les parties que je veux tordre davantage sous la flamme directe. Ma forge à 2 brûleurs me permet de mieux contrôler l'endroit où je mets la chaleur lorsque je l'utilise avec un seul brûleur pour la torsion. Le centre étant la partie la moins tordue, a été placé sous la forge. C'est aussi la plus brillante, indiquant qu'elle se tordra le plus rapidement. D'accord? Satisfait de la torsion donnée au lingot, il était temps de couper les extrémités non tordues, puis de le remettre dans la forge et de l'aplatir en une préforme pour le katana. Le matériau utilisé pour commencer, Enma mesurait 3/8 de pouce d'épaisseur sur 1 pouce de large. Pour cette lame en damas torsadé, je veux la forger légèrement plus épaisse que celle d'Enma. Donc le lingot initial doit être un peu plus épais que celui utilisé pour Enma. J'ai cependant cette mauvaise habitude d'utiliser les matrices plates, alors que les matriseaux de combiné seraient bien plus efficaces. J'ai utilisé ces méthodes par peur de déchirer le lingot, mais avec du recul, combiner simplement les matrices aurait été plus rapide et tout aussi sûr. Un inconvénient majeur de ces grandes trains matrices plates est leur masse thermique élevée qui aspire la chaleur de la pièce. Comme vous pouvez le voir, partout où j'appuie, la chaleur disparaît, ce qui m'empêche de presser aussi longtemps. Avec le lingot à l'épaisseur finale, mais pas à la largeur finale, je l'ai amené à l'étau de forgeron et utilisé la meuleuse d'angle, mon outil le moins apprécié dans l'atelier. Le but de l'utilisation de la meuleuse d'angle était d'éliminer le risque qu'une fissure à froid se propage le long du bord et pénètre dans le cœur de la lame. Je ne me souciais pas vraiment de la face du lingot, car elle deviendrait plus tard le côté de la lame, et quand je fais mon ébauche de meulage, je peux tout enlever avant la trempe. Une autre chose à laquelle j'ai essayé de faire attention, c'est que le katana devait avoir un effilement distal. Je souhaitais que la lame soit bien plus épaisse juste au-dessus du hibaki que vers la pointe. Pour me préparer à cela, j'ai forgé la lame jusqu'à son épaisseur finale, mais j'ai laissé une extrémité de la barre beaucoup plus large que l'autre. Je vais suivre la méthode traditionnelle de couper la pointe, comme pour Enma. Comme pour Enma, l'utilisation d'acier non traditionnel rend inutile cette étape. C'est un katana, et je souhaite rendre hommage aux techniques traditionnelles. Je pense que je veux aplatir ce ciseau. Cette opération de meulage ici est en fait un très bon test pour la collection Nuzlus. Les étincelles sont plus chaudes et elles sont plus nombreuses. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Certains d'entre vous sont probablement surpris que je sois allé aussi loin dans la vidéo sans me plaindre de la température. Mais en réalité, il n'y avait pas grand-chose à redire. Le temps était plutôt agréable en Arizona, on n'a pas encore atteint les températures actives à 3 chiffres tous les jours, et ça a vraiment rendu la forge assez confortable. Après avoir redressé la pointe vers le haut, la première étape de mon opération de forgeage était de finaliser le biseau distal sur ma préforme. J'en ai fait une grande partie à la presse, mais ce n'était pas parfait, et avec le marteau à main, j'ai assez de contrôle pour vraiment le rendre parfait.
Ensuite, il fallait forger les biseaux de la colonne vertébrale, traditionnellement appelés le muni en japonais, que je n'ai pas forgé sur Enma. Je les ai meulés. Et pour faire mieux cette fois, j'ai décidé de les forger presque jusqu'à leur finition. Au fur et à mesure que je descendais le long de la lame, j'ai clairement trouvé mon rythme. J'ai d'abord forgé les biseaux du dos, le muni, puis ceux du côté du dos, et enfin ceux de la lame. Au fur et à mesure de la descente le long de la lame, j'ai gagné en confiance dans la géométrie définie au préalable. Cette géométrie me servait de référence pour vérifier la précision de mon forgeage malgré la fatigue croissante. En descendant le long de la lame, certaines choses me sont apparues très clairement. Premièrement, j'avais perdu toute mon endurance au forgeage. Je pense avoir conservé la plupart de mes compétences, mais ma rapidité d'exécution avait considérablement diminué. Je voulais que la longueur totale de la lame soit incluse, soit de 36 pouces. Je mesurais fréquemment avec le mètre ruban pour vérifier que ma lame avait la longueur et l'épaisseur souhaitées aux bons endroits. Pour accélérer l'étirage de la soie, je frappais sur le dessus de la corne. La forme arrondie de la corne aidait l'acier à s'étirer plus rapidement, me faisant économiser de l'énergie. C'est un bleu, c'est un bleu, c'est un bleu. Je pense que c'est un bleu. Satisfait de la section transversale de la lame, il était temps de forger la pointe. J'ai laissé le forgage de la pointe pour la fin, ce qui a rendu la dernière partie de la forge plus agréable, car j'étais déjà fatigué et c'était amusant. Après avoir étudié un peu plus le livre sur le katana de Yoshin Yoshihara, il m'est apparu clairement que la courbure de la lame, ou le sori, était très intentionnelle dans tous les katanas bien faits. J'ai compris que la courbure du sori n'était pas régulière sur toute la longueur de la lame. Je pense que les katanas les plus beaux avaient une courbure plus prononcée près de l'abaki et étaient légèrement plus droits vers la pointe. J'ai pris du temps pour m'assurer de la belle courbure de la lame avant la trempe. Je vois beaucoup de meulage dans mon avenir. Avant toute normalisation de cette lame, je voulais juste faire un peu de meulage grossier. Mon objectif avec ce petit meulage grossier était de laisser la lame encore très épaisse, mais je voulais finaliser le profil et voir un peu de métal propre. Ce procédé étant très agressif pour les bandes, à cause de la dureté de la calamine, j'ai utilisé une vieille bande violette qui a plutôt bien fonctionné. Je suis assez impressionné par cet abrasif. Ça le ferait. Ce serait vraiment drôle si ça ne marchait pas. D'accord. S'il te plaît, dis-moi que ça se ferme. Les deux aciers que j'ai utilisés pour le motif Damas étaient le 1084 et le 5920. Ces deux aciers sont assez similaires et apprécient 3 cycles de normalisation. Le premier à 1650, 2 GBCF, le deuxième à 1500, 2 GRETSI et le troisième à 1350. 2 ici. Pour la normalisation, la lame n'a pas besoin de refroidir complètement jusqu'à température ambiante. Elle doit simplement refroidir jusqu'à ce qu'elle ne soit plus incandescente, soit à environ 700 à 800 degrés,
Un autre phénomène intéressant est le concept de recalescence. On peut observer des vagues rouges traversant la lame. C'est presque comme un battement de cœur résultant des changements de phase de l'acier avec les variations de température. Baisse. Avec la lame normalisée, il était temps de la préparer pour la trempe en meulant une quantité considérable de matière, en mettant tout mon poids derrière. Vous remarquerez peut-être en me voyant meuler que, contrairement à mes vidéos précédentes, lorsque j'appuie sur la meuleuse, elle ne bouge pas, grâce à ma nouvelle table de travail solide que je me suis enfin fabriquée. C'est le genre de choses qu'on peine à apprécier pleinement sans avoir longtemps utilisé l'alternative. Un mauvais établi. Le meulage semblait plus rapide qu'avant, et même si ça a pris du temps, c'était plutôt agréable. L'épaisseur est encore très importante, environ un huitième de pouce sur le bord, voire plus, comme 3/16, mais pour éviter les fissures, je le laisse épais. La lame dégrossie étant prête pour la trempe, il était temps de la mettre dans le four à 1500 degrés Fahrenheit. Je suis assez certain que la température d'austénitisation pour l'acier 1084 et 1520 est légèrement inférieure à 1500. Mais il me faut du temps pour sortir la lame du four et la plonger dans l'huile, donc c'est bien d'avoir un peu de marge d'erreur. La bonne chose, c'est que si ça brûle, il n'y a pas de fumée. Ce n'était pas dans le script. Mec. Quoi? À faire? D'accord, bien, très bien. Je sens qu'il y a beaucoup de décarburation et une assez grande déformation. Mais rien qui ne puisse être réparé plus tard. Une fois la lame trempée, il était temps de la remettre au four pour 2 cycles de revenus de 2 heures, chacun à 425 degrés. Le plan était de redresser la lame après le deuxième cycle de revenus dans mon outil à 3 dents. C'est bien, vraiment. La taille du grain était parfaite, aucune fissure cachée. Donc oui, je ne sais pas ce qu'il en est entre moi et les katanas, mais je n'arrive jamais à les réussir du premier coup. Après analyse du point de rupture des deux morceaux, j'en déduis que mon acier n'est pas en cause, mais plutôt ma méthode de redressement qui pose problème. Le gabarit à 3 branches est très efficace s'il est utilisé correctement, mais il sollicite beaucoup la lame. Je pense aussi que je n'ai pas complètement éliminé les rayures sur le côté de la lame. La seule raison pour laquelle cela s'est produit est la paresse. J'aurais dû éliminer ces rayures avant la trempe, ce qui a causé la cassure de la lame en deux. J'en ai payé le prix. Ça ne veut pas dire que je pense que le fait que la lame se soit cassée était entièrement mauvais.
Je crois que les leçons tirées de la première m'ont permis de façonner la seconde plus efficacement et précisément. Et je pense pouvoir dire avec une confiance totale que je préférerais avoir la deuxième lame plutôt que la première. Très bien. Voici le résultat après le premier cycle de revenus de la deuxième lame. Regardez bien. Elle était un peu courbée dans la mauvaise direction. Il y a beaucoup de décarburation ici, et je pense que si je ponce la décarburation avant le deuxième cycle de revenus, j'aurai une meilleure idée de sa rectitude réelle. D'accord, après avoir enlevé toute la décarburation, elle est encore assez courbée. Mais j'ai fait beaucoup de choses différemment cette fois-ci, et je pense que je n'aurai pas trop peur de la redresser. Si elle casse pendant que je la redresse à nouveau, je pense que je vais aller pleurer. Je, je dois, je dois tourner plus fort. Ça me fait peur. Après mûre réflexion et sur la suggestion de mon frère, le caméraman, j'ai déduit qu'il serait probablement beaucoup plus sûr d'utiliser le marteau au carbure pour redresser l'ensemble. Je sais que le marteau au carbure est très efficace pour redresser les choses, mais je ne l'ai jamais utilisé sur quelque chose d'aussi tordu. La façon dont fonctionne le marteau à redresser au carbure, c'est qu'il augmente en quelque sorte la surface sur un côté, parce que le carbure est bien plus dur que l'acier, et en augmentant la surface, on le plie dans l'autre direction. J'ai réussi à redresser la lame presque parfaitement, mais ça m'a pris énormément de temps pour y arriver. Je pense avoir passé 4 à 5 heures juste pour la redresser. Et il y en a un juste là. Là, ça devrait être la partie la plus épaisse. Pour vérifier l'épaisseur de ma lame depuis la pointe de la soie, avec un bel effilement distal, j'ai mesuré l'épaisseur tous les 2 pouces. Maintenant que j'avais en gros un modèle 3D de la lame dans ma tête avec les mesures, il était temps de la ramener à la meuleuse et d'enlever tout le matériau dont j'avais besoin. Le centre de la lame était bien plus épais que désiré, comme mentionné précédemment. Ma soie était en fait légèrement plus fine que le centre de la lame, et je devais vraiment faire attention à ne pas y toucher pour m'assurer que mon effilement distal allait du plus épais au plus fin sans aucune bosse au centre. J'aimerais pouvoir vous faire ressentir à quel point il était satisfaisant de simplement faire glisser ma main le long de la géométrie. C'est tellement net. C'est presque comme je veux que ce soit à la fin. C'est encore un peu lourd, mais les lignes sont vraiment superbes. Depuis que je fabrique des couteaux, j'ai toujours été fasciné par le katana. Il y a quelques classiques sur YouTube que j'aime toujours revoir et je les ai probablement regardés chacun une vingtaine de fois dans ma vie. Il s'agit du katana Kenosuke de Man at Arms, du katana à lame inversée, du katana Killbook, puis plus récemment du katana Tanjiro de Tatworks et du katana Call of Duty. Pratiquement tout ce que je sais sur le processus de fabrication du katana vient de ces vidéos et du livre que je possède. L'un des effets secondaires d'être un si grand fan de katana, c'est que lorsque je tiens réellement dans ma main quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu toute ma vie, il y a une partie de mon cerveau qui s'illumine. Je ne dis pas que mes katanas sont aussi bons que ceux fabriqués par les maîtres, mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'à force d'en fabriquer de plus en plus, ils s'en rapprochent petit à petit. Comme la géométrie de la lame approchait de ce que je voulais, il était temps de passer à une bande trisac de grain 400 pour enlever toutes ces serrayures profondes et faciliter le ponçage à la main par la suite. L'une des choses les plus difficiles pour moi à faire à la meuleuse était de finaliser la ligne Yukot, ou la pointe. Un simple faux mouvement et je ruinerais totalement la ligne. Plutôt symétrique. Nettoyage sur les pierres. Ouais.
Merde. Renaître des cendres de sa coupe. La lame aiguisée permettait de finaliser la géométrie sur les pierres. La chose avec les katanas, c'est qu'ils ne sont pas vraiment plats. En réalité, ils sont fortement convexes. Je manque encore de confiance avec la meuleuse pour faire le convexe dessus, donc j'ai choisi d'utiliser ma pierre diamantée Atoma Grain 400. Sachant que je voulais finaliser la géométrie à la pierre, j'ai laissé le tranchant bien plus épais que d'habitude. Juste pour référence, si je fais une lame à émouture plate que j'ai l'intention d'aiguiser plus tard sans faire de convexe, je veux laisser le tranchant à moins de 10 millièmes de pouce. J'ai laissé cette lame à environ 50 millièmes de pouce, donc ça a pris une éternité. Je dois faire tout mon ponçage au grain 150, avec 3 feuilles de ça sur tout le katana parce que je n'ai plus de papier de verre. Je finirai la géométrie. Pour m'assurer que toutes mes lignes restent aussi nettes que possible, j'ai poncé la lame en 3 sections différentes, la pointe, le dos et la lame. J'ai été attentif et j'ai gardé les traces de ponçage dans différentes directions au bout, pour bien voir la ligne yokotée pendant le ponçage. Ces rayures causées par la meuleuse sont vraiment profondes, c'est fou. Je vais devoir toutes les enlever à la main. En fait, c'est vraiment amusant, j'adore mon travail. J'aimerais pouvoir être comme tous ces forgerons japonais qui disent simplement «Oh, je vais envoyer ma lame à un maître polisseur». Et ensuite, ils ne montrent plus rien dans le documentaire, comme si c'était la fin de toute l'histoire de la lame. Je ne critique pas, je suis juste jaloux. Quand j'ai dit que j'avais poncé la lame en 3 sections, ça n'incluait pas les biseaux de la colonne vertébrale. Je les ai rapprochés à la meuleuse, mais il reste beaucoup de finition à faire au papier de verre. J'ai donc passé du temps à les nettoyer avec du grain 150. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de ce que j'ai regardé pendant le ponçage à la main, et cette fois, comme je voulais juste déconnecter mon cerveau et profiter un peu du processus, j'ai simplement regardé la série Minecraft de PewDiePie, l'original. Bien que peu stimulante intellectuellement, cette série me fait sourire. Avec la lame étant poncée jusqu'à un grain de 400, il était temps de la pulvériser avec du fluide protecteur et de l'enrouler dans du ruban adhésif pour pouvoir fabriquer les accessoires sans risquer de la rayer. C'est aussi pourquoi je n'ai pas immédiatement poncé la lame jusqu'à un grain de 600 à cause des rayures du parallèle. Avec cette belle finition, si je la touche avec autre chose, je devrais la reponcer avant la gravure. Pour me rassurer, j'ai laissé la lame à un grain de 400. Il est temps de commencer ma partie préférée dans la fabrication du katana, le hibaki. Je plaisantais, ce n'est vraiment pas drôle à fabriquer. Cependant, le hibaki est crucial pour le fonctionnement du katana. L'une de ses fonctions est de maintenir le tsuba, ou la garde, bien en place. Et en plus de cela, il sert aussi de point de connexion entre le katana et le saya. De plus, étant fait d'un matériau plus souple que la lame, il contribue à l'absorption des chocs. Ce que vous venez de me voir faire, c'est le chauffer puis le tremper dans l'eau. Contrairement à l'acier, le cuivre chauffé au rouge et trempé dans l'eau devient beaucoup plus souple. Quand on martèle le cuivre, on introduit beaucoup de dislocations dans sa microstructure, et ces dislocations le rendent plus difficile à travailler. Chauffer le verre puis le tremper dans l'eau détend les dislocations, lui permettant de retrouver sa souplesse. Durant ma carrière de forgeron, j'ai fabriqué un total de 4 hibaki, dont celui-ci. J'aime penser que je me suis amélioré dans leur fabrication, du premier au troisième, mais lors de la création de celui-ci, j'ai rencontré de nombreux problèmes étranges à chaque étape. Je m'attendais à ce que ça prenne peut-être 2 heures maximum pour l'ajuster à la lame et lui donner sa forme, mais en réalité, je pense que ça m'a pris environ 5 heures. J'ai confiance dans le traitement thermique de ma lame, mais j'avais quand même un peu peur de taper sur la soie. Le habaki doit être ajusté à la soie sous vide, ce qui ne peut se faire qu'en le martelant sur la soie sans machine commande.
numérique par ordinateur sophistiqué. Quoi? J'utilise ici une nouvelle scie à ruban portative, achetée chez Harbor Freight, pour couper le habaki. Je sais que les outils de Harbor Freight sont un peu douteux, mais honnêtement, je n'ai rien de négatif à dire sur celui-ci. La table est peut-être inclinée d'environ 1 degré, mais ça n'affectera pas trop mon travail. C'est la partie du habaki qui a été la plus difficile à ajuster parfaitement. L'intérieur du habaki, près de la courbure du dos, doit être assez carré. J'ai dû passer d'une opération à l'autre à plusieurs reprises pour obtenir cet angle droit, ce qui a pris le plus de temps dans la fabrication du habaki. La prochaine fois que je fabriquerai un habaki, je modifierai l'ordre de mes opérations. Ce limage aurait été plus rapide si je l'avais fait avant de plier le habaki. Ce petit morceau est également une partie délicate dans la confection du habaki. Le habaki doit soutenir la lame à la fois du côté tranchant et du côté du dos, donc il faut souder une petite cale sur le côté de la lame. Et il en faut assez pour bien saturer l'intérieur. Le fil à souder que j'utilise ici est du Stay Bright sans plomb à l'argent. À l'avenir, j'aimerais utiliser du fil d'argent pour souder, mais j'aimerais d'abord avoir un meilleur chalumeau. Avec la cale soudée dans le hibaki, il était temps de poncer l'excès de soudure et de l'ajuster au réservoir. J'ai tendance à trop utiliser la soudure lors de ces opérations, mais je pense qu'il vaut mieux en faire trop que pas assez. Le hibaki étant maintenant parfaitement ajusté à la soie, il était temps de faire quelque chose d'inédit sur Enma. Les hibaki sont censés s'affiner de la base à la pointe, mais sur Enma, je les avais laissés à peu près de la même épaisseur. J'utilise ma surface en granit plate et du papier de verre pour m'assurer que le dessous était bien plat. Un autre aspect agaçant du ponçage du cuivre, c'est qu'il transmet tellement bien la chaleur que, même si je travaille de l'autre côté du hibaki, je dois le plonger dans l'eau très fréquemment. Non seulement c'est inconfortable à tenir, mais ça commence vraiment à me brûler la main. L'un des vrais avantages en déjà faire le hibaki en premier, c'est que maintenant que j'ai le hibaki parfaitement ajusté à la soie, je peux l'utiliser comme un pochoir pour tracer la ligne que je dois creuser à travers toutes les autres pièces du manche. Je pense que je vais me donner, genre, autant d'espace que ça pour une entretoise. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. La dernière fois, pour fabriquer ces entretoises, j'ai percé de nombreux trous et limé entièrement la forme. Cette fois, je veux seulement percer un trou et utiliser la scie à bijoutier pour découper la forme. J'ai toujours su que bien maîtriser la scie à bijoutier serait une bonne compétence à avoir. Mais la première fois que je l'ai utilisée, j'ai cassé tellement de lames, je suis devenu vraiment impatient et je n'ai pas pris le temps d'apprendre à vraiment m'en servir. L'une des choses que j'ai apprises d'un ami qui a suivi un cours de bijouterie, c'est qu'il faut garder ce que l'on scie aligné avec le bras qu'on utilise réellement pour couper. Cela évite les douleurs inutiles à l'épaule. Ah, après avoir découpé les fentes dans les deux entretoises, il fallait choisir le matériau pour la garde. Ici, j'ai une plaque d'acier inoxydable. Le plan était de faire la même chose que pour les entretoises. Malheureusement, je pense qu'il y a eu une petite erreur tactique, car mes lames de scie pouvaient à peine entamer l'acier inoxydable. Oh là là, c'est vraiment drôle. D'accord,
Donc je suppose que je pourrais utiliser du laiton pour le jardin et je pourrais simplement le découper avec une scie à bijoutier. En fait, c'est plutôt drôle. Je prends la décision finale de rester avec l'inox, puis je coince immédiatement un forêt dedans. C'est le genre de choses qui donne vraiment l'impression de prendre un gros coup au moral quand ça arrive, mais ça me donne une raison de m'améliorer avec la scie à bijoutier, et ça m'a vraiment facilité la vie par la suite parce que le laiton est tellement plus simple à travailler que l'acier inoxydable. Voici le schéma des étapes que je dois suivre. Forger les outils de gravure, sculpter et façonner la poignée pour fabriquer le fushi et le kashira, puis travailler sur le saya. Sculpter la rainure sur la garde s'est avéré bien plus ardu que prévu. Le problème était que le matériau de la garde faisait un quart de pouce d'épaisseur et je devais faire attention à l'angle de la scie. Le dessus était correct, mais le dessous était ondulé et nécessiterait un important travail de lime pour le corriger. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler de mes choix de conception ou de mes idées pour tous les accessoires. Donc cette lame était pour l'un de mes clients et il est d'un météorologue à la retraite. Et pour rendre hommage au fait qu'il était météorologue, je vais concevoir la garde en forme de nuage. Et pour rester dans le thème de la météo, je vais transformer les manouki en petits éclairs. Je vais mettre une boussole à l'extrémité arrière du Kashira et je vais peindre ce qu'on appelle l'effet Fujiwara sur le oscillator. Alors restez avec nous pour voir le résultat. Il y a environ 10% de chances que ça rentre maintenant. Oh mon Dieu! J'utiliserai l'entretoise lors du prochain ajustement, mais c'est l'une de ces étapes où si tu vas un peu trop loin, trop vite, tout sera un peu bancal. Alors j'ai pris mon temps et je me suis assuré d'être parfaitement ajusté à la soie. Voilà l'étendue de mon équipement de menuiserie. Il faut que je fabrique d'autres ciseaux à bois. Les ciseaux que je fabrique s'appellent des ciseaux à bourron. Ce sont des ciseaux classiques avec un peu d'angle et le dessous est légèrement arrondi pour éviter de tailler parfaitement à plat. J'ai également forgé un couteau à sculpter, mais je ne l'ai finalement pas utilisé car un de mes couteaux de poche s'est avéré être un meilleur choix sur le moment. J'ai utilisé de l'acier Crew Forge 5 pour les forger, avec un revenu rapide à la torche, car je ne prévoyais pas de trop malmener ces outils. Le manche et la faux sont traditionnellement en bois de magnolia, mais à défaut, j'ai utilisé du peuplier comme alternative. Le peuplier est tendre et facile à tailler au ciseau. J'avais cette planche qui traînait dans mon garage, donc elle était parfaitement sèche. Pour préparer la sculpture, j'ai pris deux morceaux de bois d'environ 30 cm chacun et je les ai poncés à la meuleuse pour que l'avant soit le plus carré possible. La gauche à la droite. Au cas où j'oublierais comment j'ai choisi la gauche et la droite. C'est la ligne la plus droite que j'ai jamais tracée. Bruit de burin. C'est vraiment super proche. La rainure étant taillée et la soie ajustée, il était temps de coller ces deux pièces ensemble. Je me suis toujours demandé, en regardant les gens coller des manches, comment ils empêchent la colle de couler vers le centre, là où la soie est censée aller. Après avoir collé et serré les pièces ensemble, j'ai décidé d'insérer et de retirer la soie dans le trou pendant le séchage de la colle, afin d'enlever toute colle à bois qui aurait pu s'y attacher. Ainsi, tout l'espace vide serait rempli de soie, sans colle prenant de la place.
Après 24 heures de séchage, il fallait façonner la pièce du manche. J'ai tracé des lignes à l'extérieur pour localiser la rainure de la soie, puis je l'ai emmené à la scie à ruban pour esquisser grossièrement la forme. La tsuka doit mesurer 9 pouces et demi de long, soit 8 sunes. Au fil des années, j'ai appris que les poignets doivent avoir une forme ovale avec un profil très fin pour une conception optimale. Et c'est justement pour cette raison que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de porter des gants lorsqu'on fait de la forge, car les gants ajoutent de l'épaisseur à la poignée, et cette épaisseur supplémentaire fait que votre main se crispe davantage, vous avez moins d'endurance. En fait, tous les inconvénients possibles d'une poignée sont accentués avec le port du gant. Waouh, je peux voir cette ligne. Pour gagner du temps, j'ai emmené la poignée à la scie à ruban et retiré environ un demi-centimètre sur les côtés, enlevant ainsi une bonne partie du matériau en excès. Pour façonner cette poignée, j'ai d'abord cassé les arêtes. Je pense que c'est l'une des meilleures façons de commencer à façonner la poignée. Parce que si j'essayais tout de suite de passer du rectangle au rond, je ne pourrais pas vraiment évaluer la profondeur de cet arrondi et j'aurais une poignée assez étrange dont je ne pourrais pas garantir la symétrie. En cassant les arêtes, je peux délimiter la forme et m'assurer que tout est à peu près à sa place. La forme presque terminée, je l'ai finalisée à la lime. La lime est moins agressive, rendant le ponçage moins effrayant, car un faux mouvement aurait pu faire voler le manche à travers la pièce et lui faire perdre sa forme. Avec la forme du manche terminée, place au travail sur le fushi et le kashira. Pour être honnête, le fushi et le kashira me stressaient beaucoup avant de commencer à les fabriquer. Après réflexion, j'ai choisi d'utiliser de la tôle pour fabriquer le fushi et le kashira. La première chose que je faisais était de tracer le contour de la poignée sur de la tôle, de la découper parfaitement, ce qui créait un anneau avec plus de tôle, puis je les soudais ensemble et je les meulais pour les aplanir. J'ai choisi cette méthode car je n'aurais pas besoin de fabriquer d'outils supplémentaires et j'avais maintenant plus d'expérience avec le poste à souder. Et tu as vu ça? Cependant, cette méthode de soudage rend plus difficile la création d'un kashira légèrement arrondi. Je comptais choisir un fushi et un kashira plat, donc ça importait peu. Mais pour en faire un arrondi, je prendrais sûrement la méthode d'extrusion. C'est de la tôle, donc je peux faire ça. Ah, en fait, ça ne se plie pas si facilement. Oh, d'accord. D'une manière ou d'une autre, il faut que je forme ça parfaitement pour que ça reste à l'extérieur de ceci. Sans casser. Ça. Au début, je pensais que ça serait facile, mais après avoir essayé un marteau et une enclume, rien ne fonctionnait. Alors je l'ai mis dans l'étau et plié avec des pinces. Je dois remercier Tyrell Knifeworks pour cette idée. Je n'ai trouvé aucun autre moyen que l'extrusion ou le moulage, et sa vidéo m'a donné l'idée d'essayer ça. Une fois que j'ai eu la pièce pratiquement parfaitement adaptée au manche, il était temps de l'emmener au poste à souder et de souder la première jointure. J'avais vraiment besoin d'un bon contrôle moteur fin pour cette soudure, donc je n'ai pas soudé avec des gants. Je sais que ce n'est pas l'idéal pour ma peau, mais je n'avais qu'à souder pendant environ 10 secondes. Après avoir inséré le capuchon dans la bande soudée, il fallait le ramener au poste à souder pour tout assembler. Après l'avoir trempé dans l'eau, il faut le passer à la meuleuse pour nettoyer les côtés. Je sais que la calamine brute sur la tôle a un certain style, mais je préfère une finition plus propre sur ce katana parce que c'est une pièce plus haut de gamme. Comme le fushi se trouve en haut du manche, la soie doit le traverser. Et comme le métal ne peut pas traverser le métal sans fente, j'ai dû tailler une autre fente à la forme exacte de la soie.
En tant que fabricant de couteaux de chef, je pense que travailler sur ces katanas m'a rendu meilleur dans mon métier principal. La complexité de ces pièces fait que travailler sur des couteaux de chef revient à enlever des poids d'entraînement. D'accord, je voulais que ça s'ajuste un peu mieux. Après avoir obtenu le fushi qui s'adapte parfaitement à la soie et aux morceaux de bois, il est temps de passer à la meuleuse et de lui donner une finition semi-finale. Fushi sur le suka, poussé jusqu'au bout. J'ai fabriqué le kashira de la même manière que le fushi, mais après avoir soudé les pièces ensemble, je n'ai pas eu à tailler la fente pour la soie. Parce que le kashira est à la base et la fente va dans l'autre sens. Le kashira étant presque à sa forme finale, il était temps de tailler la fente mentionnée précédemment. Cette fente sera utilisée plus tard pour l'ithorap. J'ai vu beaucoup de kashira, et les fentes vont de rectangles à ovales, parfois même à des cercles. Et pour le mien, je veux qu'elle soit ovale. Je dois dire que l'une des choses les moins satisfaisantes que l'on puisse faire avec une lime, c'est d'utiliser une lime émoussée sur du bois tendre. J'avais l'impression que ça coupait à peine le bois et aussi que je n'avançais pas du tout. Je pense qu'en fait, je suis plutôt impressionné par ce pied à coulisses. J'ai l'impression qu'il vaut vraiment son prix. Tu sais quoi? Je pense qu'ils ont besoin de plus de traits. Le but de ces traits, c'était que, comme un nuage est une forme assez étrange à dessiner et plutôt organique, je voulais avoir un ensemble de lignes de repères pour garantir que ce que je dessinais était vraiment symétrique. Après avoir esquissé la forme d'une garde en un ovale parfait, j'ai utilisé mes lignes de repère pour dessiner d'autres traits dans la forme du nuage souhaité. Oh, l'équilibre est bien meilleur maintenant que le hibaki a perdu environ la moitié de son poids, et que la garde a aussi perdu à peu près la moitié de son poids. Je dois m'assurer de garder mon traceur au même angle parce que ce n'est pas pareil tout autour. Ayant la forme de la garde, j'ai décidé de façonner les seppas à leur forme finale. Je n'ai rien fait de sophistiqué avec ceux-ci, je les ai simplement laissés avec la même forme que la poignée. Après avoir fini ces tâches, il était temps de faire le polissage final du hibaki. J'ai besoin que le hibaki soit pratiquement dans sa forme finale pour pouvoir sculpter le saya. Le saya doit s'adapter parfaitement au hibaki avec un joint étanche à l'air. Si je façonnais le saya puis modifiais-en le hibaki ensuite, le joint étanche à l'air serait perdu. Avec la forme du baki, il est temps de couper le bois pour la sculpture latérale. J'ai pris le même bois, du peuplier, puis j'ai découpé deux longues sections dans la longueur de la planche. J'étais si excité à ce moment-là parce que c'était la première fois que je voyais la lame en métal brut avec tous les accessoires. Bien qu'ils n'étaient pas encore façonnés définitivement, ils m'ont donné une bonne idée de ce que ça ferait de tenir la lame finale. Si vous lisez les commentaires sur ma vidéo de fabrication d'Enma, vous trouverez probablement un sentiment assez répandu, à savoir pourquoi je n'ai pas fabriqué d'Asaya pour Enma. La raison la plus évidente est que je manquais de temps. J'avais un délai très serré pour publier Enma, sans aucune expérience préalable dans la création d'un tel projet. Maintenant que j'ai plus de temps et que je suis prêt à apprendre, pourquoi ne pas le faire? Je vais le couper à l'intérieur pour l'instant. C'est comme si le bois en surface était le plus dur, ayant été exposé à l'air ou un élément similaire. Une fois la couche de bois en surface passée, ce n'est pas si difficile.
Une fois la majeure partie de la lame découpée, il faut commencer à penser à l'ajustement du hibaki. L'ajustement du hibaki était le plus stressant lors de la fabrication de cette aya. Il est clair que je ne suis pas menuisier, mais métallurgiste. Donc le fait que je devais faire ça en bois, ou si j'ébrèche un morceau, c'est impossible à réparer, ça m'a un peu fait peur. Je dois m'assurer de ne pas sculpter au-delà. Le couteau que j'utilise ici est un Giger MV2. Ce n'est probablement pas un outil de menuiserie traditionnel, mais je viens de l'aiguiser et la lame est suffisamment fine pour faire des découpes précises. Cette étape m'a pris environ 5 ou 6 heures pour les deux côtés, mais c'était l'une des choses les plus gratifiantes que j'ai jamais faites. Plutôt bien. Cette arête est le point le plus épais, et elle est plus épaisse ici que sur la majeure partie de la lame. Donc si je peux obtenir une lecture de contact, je pourrai savoir où enlever de la matière, pratiquement sur toute la longueur. Traditionnellement, les fabricants de Sion faisaient quelque chose de très similaire. Plutôt que de recouvrir leur lame de marqueur permanent, ils utilisaient simplement de l'huile ordinaire. Ils mettaient la lame dedans, la retiraient et cherchaient simplement les zones brillantes. C'est un peu comme limer une clé pour un marteau pilon. Vous voulez une grande surface de contact sans nécessairement atteindre les 100%, sinon cela prendrait une éternité. Je pense que je peux maintenant l'ajuster avec le habaki. Attends, c'est tellement excitant. Ouah, c'est vraiment étanche. Je ne pensais pas que j'allais vraiment pouvoir faire ça. C'était génial de sentir la lame s'insérer dans l'afo et de ressentir cette surface de contact. Ça rendait la faux solide et on avait l'impression qu'elle protégeait la lame. Attends, comment ai-je vraiment fait ça? C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Attends, c'est trop cool, oh là là. La seule chose à laquelle je peux comparer ce sentiment de bonheur, c'est en réalité tout va bien. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ici, je me prépare simplement à coller les deux parties du saya ensemble. Techniquement, bah oui, je pourrais profiler et mettre en forme après collage, mais je voulais le faire à l'avance pour faciliter l'alignement parfait. Et je suis un peu stressé à propos de ça. Pendant que je colle l'intérieur du saya, je devrais expliquer pourquoi il y a cette petite encoche carrée près de la sculpture de la pointe. Et c'est parce que, en utilisant le saya, il se remplit d'un peu de poussière et d'huile. Si la poussière et l'huile ne peuvent pas s'échapper, la finition de la pointe de la lame pourrait être endommagée. Cette petite encoche carrée taillée des deux côtés aide à contenir la poussière et l'excès d'huile. D'accord? Ouais, c'est lourd. Pendant que la colle à bois sèche, j'ai décidé de nettoyer tous les copeaux de bois dans l'atelier. Je ne sais pas si la tradition pour les sayas veut qu'elles soient toujours arrondies. J'ai pensé à l'idée de donner des facettes à la saya. Cependant, je savais que j'allais peindre la saya plus tard avec un motif assez compliqué. Donc pour simplifier les choses, j'allais simplement la laisser ronde et lisse. Enlevons un quart de pouce de chaque côté. Je veux garder ça. Je veux garder ça. Pourquoi? C'est pour un client. Pourquoi je ne peux pas le garder? Si mon client l'entend, je plaisantais, t'inquiète pas.
Pour façonner le saya, j'ai cassé les coins, puis j'ai pris ces coins, et ensuite je les ai arrondis. Ce processus me fait penser à la façon dont on forge un cercle à partir d'une barre carrée. Pour forger un objet rond à partir d'une barre carrée, on ne passe pas directement du carré au rond. On casse d'abord les coins pour obtenir un octogone. À partir de l'octogone, avec soin, on peut passer directement au cercle. Mais il est souvent mieux de recasser les coins et de passer d'un polygone à 16 côtés au cercle. Je pense qu'il est temps d'utiliser du papier de verre à la main. Je prévoyais juste de poncer manuellement la faux jusqu'au grain 220. Je pense qu'une finition trop fine rendra l'adhérence de la peinture sur le bois plus difficile. Je ne voudrais pas que ce que je peins plus tard sur le bois se détache ensuite dans les mains de mon client, donc je me suis arrêté au grain 220. Ensuite, il y a quelque chose qui a pratiquement un statut mythique dans le monde du katana, et c'est l'enroulement en peau de raie. Je crée un petit gabarit avec du ruban adhésif que j'enroulerai autour de la poignée, pour avoir une préforme à poser sur la peau de raie pour la découper à la bonne forme en sachant qu'elle s'ajustera parfaitement. Cette technique n'est pas de moi à l'origine, hein, je l'ai volée à Ilia, mais avec le recul, elle a vraiment bien fonctionné, donc je vais la garder sachant qu'elle marche. Zut, l'ai-je déjà découpée à la bonne longueur? Avec la peau de raie, on ne peut pas simplement utiliser n'importe quelle partie pour la poignée. Un groupe central de nodules, la partie la plus précieuse de la peau de raie, doit être placée au centre, du côté de la présentation, près du kashira. Si je décalais ces nodules centraux et que je les mettais sur le côté de la poignée, ils seraient en fait complètement recouverts par l'enroulement de l'étau, ce qui les rendrait pratiquement inutiles. Une chose intéressante à propos des nodules sous l'enroulement de l'étau, c'est qu'ils sont faits de la même matière que celle de vos dents. La découpe était pénible avec seulement ces ciseaux. J'ai donc coupé légèrement à l'extérieur de la ligne pour avoir une marge d'erreur. Ça fait du bien. Pour poncer la nouvelle peau à sa taille finale, je ne pouvais pas juste la poser à plat sur la table et la passer dans la ponceuse. J'ai dû mettre un morceau de bois en dessous car la nouvelle peau n'était pas complètement rigide. Sans le morceau de bois, la nouvelle peau non rigide aurait été entraînée dans la ponceuse. Le morceau de bois en dessous m'a permis de poncer précisément à la dimension souhaitée. Je dois m'assurer que ces nodules sont bien centrés. En dehors de l'enroulement de l'ito, ce processus a été l'un des plus éprouvants physiquement pour mes doigts. J'ai dû exercer une forte pression sur la corde pour m'assurer que le nouveau revêtement s'ajustait parfaitement, sans bulle. Le nouveau revêtement n'est pas totalement rigide, donc tirer sur une partie en donne plus à une autre. Je devais m'assurer que cela n'arrive jamais. C'est à peu près le résultat final. Mais un peu plus fin. Pendant que la nouvelle peau séchait, il était temps de commencer à penser au koiguchi. Le koiguchi est une lèvre protectrice que l'on place à l'avant du saya. Le saya, fait d'un bois tendre, se marque lorsqu'on le referme brusquement sur la lame en métal dur. Il faut donc un matériau plus résistant pour l'avant du saya. Le matériau que j'ai ici est du bois de fer, l'un des bois les plus résistants que je connaisse. Il est assez dense, je pense qu'il coule dans l'eau, et c'est aussi l'un des bois qui sentent le plus mauvais au monde. C'est difficile à décrire, mais c'est complètement rance. Ça emplit le nez et on peut le goûter. Mon koiguchi n'est pas totalement traditionnel, mais je ne cherchais pas non plus à le rendre complètement traditionnel dans sa construction. Pour commencer, ma lame n'est même pas faite avec les aciers traditionnels. Je l'ai fabriquée à partir de 1084 et de 5920 torsadés damas. Je ne suis donc pas trop préoccupé que mon koi koiguchi ne soit pas enroulé autour du bois, mais repose plutôt dessus. La colle à bois étant sèche, il était temps de poncer le bois de fer pour l'égaliser avec le reste du messie.
Puisque je vais tout peindre en noir, je ne pourrai pas voir le bois de fer sur le côté de la saya. Cependant, je vais couvrir l'avant de la saya avec du ruban adhésif pour pouvoir l'apercevoir lorsque la saya sera retirée de la lame. Pour la peindre, j'ai besoin de quelque chose pour la tenir et la lame est parfaite, car c'est comme... La peinture que j'utilise pour recouvrir la saya est simplement de l'acrylique noir toute simple. Je voulais que les ouragans peints dans l'effet Fujiwara ressortent au maximum. Comme ils sont généralement blancs, le noir était la couleur idéale. Oh, ça va être incroyable! Je parle toujours du côté satisfaisant de la fabrication de couteaux, comme pulvériser de l'eau savonneuse sur la boue lors du ponçage manuel de la lame, mais en réalité, rien n'est plus satisfaisant que de peindre le saya. J'ai pris des cours d'art étant petit, mais jamais vraiment de cours de peinture. Bienvenue chez Bob Ross, l'asiatique aléatoire. Si j'y arrive, vous me devez un abonnement. Oh mon Dieu, on dirait que vous me devez un abonnement. Mais oui, maintenant que la peinture noire sèche, il était temps de finalement façonner la garde pour qu'elle soit vraiment confortable. C'est l'un des aspects que je voulais vraiment améliorer par rapport à Enma. Mon processus consistait d'abord à casser les angles, comme je l'ai fait pour tout le reste que je devais arrondir, puis je l'ai passé sur des bandes de conditionnement de surface. Maintenant, ces bandes de conditionnement de surface sont assez similaires au côté abrasif de l'éponge que vous utilisez pour faire la vaisselle. Elles sont en format 2 par 72 et je peux les installer sur ma ponceuse à bandes. Après avoir utilisé le grain le plus fin des bandes de conditionnement de surface, il était temps de passer au polissoir. Mon polissoir avait une roue avec de la pâte à polir verte et une autre avec de la pâte blanche. La pâte verte est plus grossière et abrasive, aidant à éliminer les rayures restantes que la Scotch-Brite n'a pas enlevées. La pâte blanche est beaucoup plus fine et elle est utilisée sur une roue plus douce. Donc elle prend cette finition presque miroir et la transforme en un véritable miroir. C'est tellement brillant que je n'arrive pas à distinguer certains des endroits sombres. Ils ressemblent juste à des reflets. Parce que mon client est météorologue. Je vais fabriquer quelques éclairs. Alors que sont les manouki? Les manouki sont une paire d'ornements décoratifs placés sous l'enroulement d'Ito et au-dessus de la peau de rei. Il existe plusieurs raisons à l'existence des manouki. Premièrement, ils peuvent améliorer la prise en main de l'utilisateur sur la poignée du katana. Si vous regardez votre main, elle n'est pas complètement plate. Il y a en fait une légère courbure. En plaçant le manouki sous l'enroulement, vous donnez une petite bosse à la poignée, là où se trouvent vos paumes. Comme mentionné précédemment, les manouki sont également des œuvres d'art placées sur la poignée du katana. Ils peuvent être en laiton, cuivre et les plus chers en argent ou même en or. J'ai choisi le laiton pour mes éclairs parce que, tout d'abord, il est un peu plus solide que l'or et aussi un peu moins intimidant à travailler. Et en plus, il a la teinte jaune parfaite pour cet aspect traditionnel de l'éclair. Pour souligner le fait qu'il s'agissait bien d'ornements décoratifs, j'ai biseauté les bords des éclairs. La petite taille des manouki a vraiment mis à l'épreuve mes tabourets de meulage. Satisfait des facettes, il était temps de passer au polissoir pour obtenir un bel éclat. Malgré le fait que les manouki soient principalement recouverts d'un enroulement d'Ito, cela n'implique pas nécessairement qu'ils ne puissent pas être impeccables en dessous. La nouvelle peau étant sèche sur la poignée, il était temps de commencer à l'enrouler. À mon avis, l'enroulement d'Ito sur la poignée d'un katana est plus emblématique du katana que le hamon sur la lame elle-même. Il existe tellement de façons de mettre un hamon sur d'autres lames, mais l'enroulement d'Ito est tellement typique du katana japonais.
J'ai dû considérer plusieurs facteurs lors de l'enroulement de la poignée. L'enroulement du katana doit être très serré car avec le temps et l'utilisation, la poignée va se relâcher. Sans tension suffisante, le menuki finira par tomber. Je dois d'une manière ou d'une autre faire l'enroulement avec le menuki en dessous ici. Je l'ai mis du mauvais côté, waouh. Je dois partir d'en haut et tirer vers le bas. Pour continuer, l'autre chose à surveiller est que les losanges entre les enroulements doivent être à peu près de la même taille. Si leur taille variait, ça ferait vraiment désordonné. Les torsades doivent déjà être là. Ça ne se voit peut-être pas, mais la plupart de l'enroulement de l'isole est en fait très simple. C'est le même nœud encore et encore. La partie compliquée, c'est le nœud en bas du manche. Le fil s'accroche à quelque chose. Ce n'est peut-être pas facile à visualiser, mais il y a en fait deux parties au nœud à la fin du manche. Il y en a un du côté Ura et un de l'autre côté. J'ai oublié le nom de l'autre côté. La partie vraiment difficile avec ce nœud, c'est que je dois le faire quand tout est super serré. Donc juste passer la ficelle sous une autre ficelle est vraiment difficile. Et au cas où tu te poserais la question, il demande en fait d'utiliser un type d'adhésif à cette étape du nœud. Maintenant, je dois faire passer ça en dessous. S'il te plaît. Ouais. Il semblerait que je doive mettre une petite boule de papier ici. Celle-ci est encore un peu trop grande. Boule de papier. Oui, la boule de papier permet que ça ne se desserre pas. D'accord, donc la dernière chose que je dois faire, c'est de le coincer là-dessous. Ayant terminé le manche, il était temps de percer le trou et de l'aligner parfaitement avec la soie pour qu'après avoir mis une goupille, tout soit bien serré et que la lame soit presque prête à l'emploi. Si je devais recommencer, je percerais les trous avant d'enrouler l'ito pour éviter que le forêt n'abîme l'enroulement et ne m'oblige à tout refaire. La goupille maintenant assemblée, le katana, était traditionnellement faite d'un morceau de bambou très dur, le susudake. Je n'avais pas accès à ce matériau, ou du moins pas à court terme, alors j'ai décidé de fabriquer la première goupille avec du bois noir de Tasmanie stabilisé. Notez mon utilisation soigneuse du mot première, ici. La goupille était plutôt bonne, mais quand j'ai essayé de la retirer après l'avoir mise en place, elle s'est fendue. Hors caméra, j'ai fabriqué une autre goupille en micarta vintage, et je dois dire qu'elle fonctionne vraiment parfaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi je nettoie ma soie? Pour y mettre ma marque de fabricant. Ce n'est pas censé être sur la lame, en fait pour les marques de fabricants sur les katanas japonais, elles sont censées être sur la soie. Les katanas sont démontables, donc la soie n'est pas toujours entièrement cachée, contrairement à un bowie où, une fois époxyé aux manches, on ne la revoit plus. À cette étape de la fabrication du katana, j'étais proche de la fin du processus. Il me restait encore quelques petites choses à faire, mais je pouvais voir la lumière au bout du tunnel et réaliser tout le chemin parcouru. Avec la marque du fabricant gravée, il était temps de penser à révéler mon motif damasquiné. Hors caméra, j'ai poncé la lame jusqu'à un grain de 600, entre autres petites choses.
C'était une finition impeccable au grain 6 cents, avec toutes les rayures parallèles, et j'ai aussi fabriqué 2 autres tubes en ABS. L'un d'eux allait servir pour le café plus tard, mais l'autre était destiné à une solution de bicarbonate de soude. Le tube de bicarbonate de soude servirait à neutraliser le perchlorure après la gravure au perchlorure. Cela m'éviterait de m'inquiéter d'un surgravage. Après plusieurs lavages de la lame au liquide vaisselle, il était temps de la plonger dans la solution de perchlorure. Après 3 semaines de travail, je pouvais enfin voir le motif intégré dans la lame. Minuteur de 2 minutes. Tu sais, hein, cette tempête sur Jupiter, chaque tempête se ressemble. La solution dans laquelle je viens de plonger la lame est du chlorure ferrique. Il ronge le métal et grave légèrement la surface de la lame. Pour obtenir un chatoiement dans la finition de mon damas, le chlorure ferrique est la seule solution. Si je faisais seulement une gravure au café, j'obtiendrais ce joli contraste entre le foncé et le blanc. Mais il n'y aurait aucune profondeur sur le tranchant, ce serait juste une surface plate. Après avoir essuyé les oxydes foncés, vous voyez ici ce que certains préfèrent sur leur damas, une finition à très faible contraste. La profondeur est présente mais sans contraste de couleur. Après avoir enlevé tous les oxydes sur la lame et le dos, j'ai fait une deuxième gravure à l'acide ferrique pour obtenir encore plus de profondeur. Le contraste issu de la profondeur. Une fois tous les oxydes enlevés après la gravure au chlorure ferrique, il était enfin temps de passer à la gravure au café. À mon avis, c'est à cette étape que la finition damas obtient la majeure partie de son âme. Comme la lame reçoit son âme à la trempe, la finition damas la reçoit à la gravure au café. Pendant la gravure au café, j'ai dû tenir compte de plusieurs éléments, notamment l'utilisation d'eau distillée. Toute autre eau introduirait de minimes minéraux et impuretés dans le café, gravant différemment la lame. Je me suis également assuré de laisser suffisamment longtemps la lame dans le café. La finition humide peut donner l'impression que la lame est plus foncée qu'en réalité. Retirer la lame du café trop tôt peut donc passer inaperçu sur le moment, mais la lame sera beaucoup plus claire que prévu par la suite. Pendant que la lame se gravait dans le café, il était temps de réfléchir au motif que j'allais mettre sur le saya. Mon client m'a en fait donné une très belle image de référence pour l'effet Fujiwara qu'il voulait, donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder l'image, à regarder ce que je peignais, pour vraiment essayer de m'assurer que tout ce que je peignais était aussi représentatif de l'effet Fujiwara que possible. Avec la peinture sur le côté séchant et l'œuvre terminée, il était temps de commencer la dernière étape, graver une boussole au bas du Kashira avec un symbole nord pointant vers le dos de la lame. Je crois que cela rassemble toute la création et souligne que cette lame est pour un météorologue prenant sa retraite. Les mots ne peuvent exprimer mon enthousiasme pour ce projet. Mais oui, avec tout ça dit et la lame presque terminée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous apprécierez aussi le b-roll. Ah.
Oups.